Bonjour, on va poursuivre le cours. Nous sommes au chapitre concernant les applications graphiques avec WPF et aussi comment interagir notre application avec une base de données. On s'est arrêté au niveau de la migration et nous avons généré notre base de données. Et aujourd'hui, on va continuer toujours avec les supports, tel qu'on avait dit. On va travailler en suivant ce qu'on a prévu dans les supports pour vous aider à bien comprendre lorsque vous allez réviser seul à la maison. Nous allons commencer par la notion de ViewModel, qui est tout simplement une classe qui va nous permettre et dans une classe qui sert d'intermédiaire entre la logique, la partie logique et la partie interface utilisateur. L'objectif de ViewModel, c'est de transformer les données provenant d'une table pour être exploitable côté interface utilisateur. Donc, grâce au ViewModel, nous arrivons à séparer la partie logique et la partie interface utilisateur. Donc, comment on les met en place? Qu'est-ce qu'on a prévu? On a dit dans le support. On commence d'abord par créer un dossier dans les projets qu'on nomme ViewModel. On valide. Et dans ce dossier, nous allons créer une classe qu'on a dit on va nommer aussi ViewModel. On a dit qu'on va le nommer main ViewModel. Donc, on est ici, ajouter classe. Le nom de la classe, c'est main ViewModel. Nous cliquons sur ajouter. On attend quelques secondes. Voilà, la classe est créée. Et cette classe, on peut le rendre aussi public. Une fois que notre classe est publique, qu'est-ce qu'on a dit dans le support? Parce qu'on avait dit on va expliquer pas par pas selon la logique du support. On est ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Notre classe ViewModel nous devons la rendre une classe observable object. Une classe observable, c'est une classe où, lorsque une mise à jour se réalise au niveau de l'application, nous n'avons pas besoin de faire l'actualisation de notre vue manuellement. Donc, l'application elle-même va prendre automatiquement l'actualisation des données vers la vue. Dès qu'il détecte qu'il y a une mise à jour qui vient de se réaliser, l'application en elle-même déclenche la mise à jour de la vue. Pour cela, on doit d'abord ajouter la librairie ou encore les packages observables objets. Donc, nous allons passer par NuGet, comme on avait fait pour intégrer d'autres éléments précédents. Donc, quel est le paquetage qu'on doit importer? C'est Community Toolkit. Donc, on va faire clic droit sur le nom de notre projet. On va prendre NuGet.
Et dans NuGet, on va chercher Community. Community. Il faut écrire comme moi j'avais déjà écrit ça. C'est resté en mémoire. Et le système va chercher. Une fois qu'il cherche, il retrouve le paquetage. Il faut maintenant l'installer. Donc, vous voyez que Community, le courant est parti. Je dois brancher la connexion pour ne pas perdre ce que nous sommes en train de télécharger. Voilà, on patiente un peu que la connexion puisse être établie. Donc, si on revient ici, on nous dit, nous allons prendre la librairie Community Toolkit MVVM. Parce que nous sommes en train de réaliser des applications MVVM. J'élargis mon écran. Ça. On vérifie que la connexion n'est pas encore rétablie. On attend quelques secondes. Donc, une fois qu'on va installer, nous allons maintenant étendre notre classe par la classe observable objet. Donc, vous voyez maintenant que la notion d'héritage qu'on a eu à étudier au niveau du chapitre 3, c'est la programmation orientée objet est beaucoup plus utilisée en C#. On attend quelques secondes. J'espère maintenant. Voilà, maintenant on est connecté. On peut maintenant installer notre package Community Toolkit MVVM. On lance l'installation. J'accepte. Voilà, vous voyez que c'est coché ici. Donc c'est installé. Comment on doit être sûr que c'est installé? Vous voyez qu'ici, le bouton est passé de installer vers pour désinstaller. Donc, on peut revenir au niveau du projet. Dans notre modèle, on peut maintenant l'étendre. On peut l'étendre de observable object. Observable objet. Pourquoi ce n'est pas visible? Parce que on doit importer la librairie Community Toolkit MVVM Component Model. Donc, on vient ici, using, voilà, using
community toolkit, mvvm.component model. Et puis, vous voyez maintenant, c'est visible. Notre héritage est maintenant réalisé. La classe hérite et la classe observable object. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit de faire maintenant? On doit revenir vers notre interface graphique, vers main windows.xaml. Si on revient ici, et puis enregistrer pour ne rien perdre. Si on revient ici, on est dans main Windows model. Qu'est-ce qu'on nous dit? On doit créer un objet de la classe main view model. Donc, un objet de notre classe main view model qu'on a à implémenter ici. On doit créer cet objet ici à l'intérieur. Et pour cela, comme il s'agit de deux packages différents, des dossiers différents, main view model c'est tout dans view model, on doit d'abord importer les dossiers main, le dossier view model. Using, je crois que je l'ai bien écrit, using model. On est dans quel, j'avais écrit ça, c'est dans quel projet. Ici j'ai écrit, il faut faire la différence, ici on a écrit en majuscule MV, mais dans le support on avait écrit en minuscule, mais c'est pas un problème. Non, on doit d'abord commencer par les noms du projet. Ça se retrouve dans quel projet? Le nom du projet c'est Easy Iniv. View model. Et puis à l'intérieur ici, on va créer un data context. On doit initialiser par notre main view model. Data context. Bien. New main view model. Là, c'est comme on nous a recommandé de faire côté main view model. On revient toujours dans les supports parce qu'on avait dit on va suivre pas par pas ce qu'on a écrit dans les supports pour éviter de changer la logique et vous compliquer après lorsque vous serez seul. Donc si on revient ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ne pas oublier d'importer le view model. Ces dossiers ici, c'est déjà fait. Et puis, on vient de rappeler, au niveau de main view model, nous allons définir les propriétés. Nous allons mettre une liste des facultés. Les propriétés, vous savez, quelles sont les propriétés qu'on aura besoin que ça s'affiche au niveau de notre view model. Et puis, on va mettre certaines propriétés en public. Lorsqu'on met en public, vous savez, ces champs doivent avoir automatiquement des setters, des accesseurs. Et puis, on va créer des constructeurs. On va les faire pas à pas. Quels sont les attributs qu'on doit déclarer? Les attributs qu'on doit déclarer sont des attributs, ce sont des champs qui doivent s'afficher dans notre liste view. Donc, quels sont les attributs qu'on a maintenus, qu'on doit afficher? On est où? Ici, private, string, on a l'attribut nom, private, string, prénom, et puis string, la faculté qui est sélectionnée. Select faculté.
registre, c'est ce qu'on a dit ici. Alors, la faculté qui est sélectionnée, ça doit être une instance de la classe faculté. Donc, ici, je distingue, mais j'ai de préférence les ramener sous forme une instance de la classe faculté. Voilà. Donc, pourquoi on a mentionné cela? Parce que lorsque on a enregistré des étudiants, à part l'ID, on avait mis en place aussi un objet de la classe étudiant, comme on avait fait ici. Chaque fois qu'on enregistre un étudiant, l'ID sera précisé et puis on va voir les informations de la faculté qui est sélectionnée pour cet étudiant. C'est ce qu'on avait mentionné ici. Donc, ici, selected, on doit garder le même nom pour ne pas vous compliquer. Avec des bases faculté select. J'ai changé. Donc ici, je dis, bon, je préfère garder le même nom. Faculté. Select. Faculté qui est sélectionnée. Après, qu'est-ce qu'on doit dire? On avait dit ici, on doit avoir une liste des facultés. Une liste des facultés. Alors, on pouvait faire private liste. On pouvait faire public faculté. Et puis ici, on dit liste des facultés. On dit faculté. Et puis, on peut aussi initialiser avec new liste de facultés. Donc, si nous mettons une liste, la difficulté, ça sera quoi? Une liste doit être actualisée manuellement. Et nous voulons que notre système puisse s'actualiser automatiquement au fur et à mesure que le contenu de la base de données change. Lorsque les données seront chargées au niveau du vue modèle, ça s'actualise automatiquement. D'où la raison pour laquelle, au lieu d'utiliser la liste, on va utiliser les observables listes. Ce qu'on a dit ici, je crois qu'on avait parlé de ça quelque part, des observables collections. Comment on utilise les observables collections? C'est la même logique parce que ça fait partie des notions de collection qu'on a à étudier. Si vous avez compris la notion de collection, donc vous avez compris comment manipuler les observables collections. Donc, on va dire ici, on va beaucoup plus travailler sur les observables collections. On va les rendre publics. Public, observable. Quelle est la première collection? Nous voyons que lorsqu'on charge notre vue modèle, on peut charger d'abord les facultés. Et puis, on puisse aussi charger les étudiants. Donc, on a déclaré les noms par faculté liste. Si vous ne voulez pas ajouter le mot liste ici, il suffit de mettre S après faculté ou encore S après les noms étudiants. Donc, si maintenant on revient ici dans la documentation, qu'est-ce qu'on prévoit? Donc, comme on a mis public, vous le savez, on avait appris ça dans l'éditeur, on peut directement associer par les accesseurs, les get et les set. On va dire ici, get et puis set. Donc, si on met les accesseurs, pas le point virgule, vous le savez. Ici, on va dire get et puis set. Là, on est toujours dans la logique du support. Les attributs nom, prénom, faculté, nous allons préférer que ça reste privé
par contre, la liste que nous sommes en train de charger, les collections d'observables, collections que nous sommes en train de charger, que ça soit public. Jusqu'ici, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce qu'on a dit dans le support ici. Maintenant, comme les attributs sont déclarés privés, on ne peut pas mettre derrière ça directement leur accesseur get et set. On est obligé de passer par des méthodes qui permettent de modifier ou de récupérer les contenus et non. Ce qu'on avait appris, on devait faire public. Comme ce type string, on va dire string, non. Et cette méthode devait faire quoi? Ici, on devait faire return, non, pour envoyer les noms, pardon, return, non, pour envoyer le contenu du nom. Et encore, on pouvait faire encore comme ça. Ici, on pouvait faire, quand on fait sur le get, ici, on pouvait faire set comme ça. Comme on avait pris, et puis quand, pour les 7, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça devait être ici, 10. Non. Et pour tout 7, on doit avoir un paramètre ici, non. Et ici, on devait initialiser par non. Et un set n'a pas de valeur de retour. Ici, on devait mettre void. Donc, cette écriture est correcte. Mais, il y a encore une autre manière de le réaliser. Très simple. Ça, c'était la première forme qu'on avait vue dans le tutoriel. Et la deuxième forme qu'on avait eu à voir, c'est ça. Lorsqu'on met directement les attributs en public. La troisième forme, au lieu de faire comme ça, on peut les combiner. Combiner dans une même méthode le get et le set. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas? On va dire tout simplement non. Et puis, à l'intérieur, on va mettre un get, comme on a dit ici, puis on va mettre un set. Donc, un get, oh là là, ça c'est quoi ça? Vous voyez? String, non? On va, voilà. C'est un peu changeable. Ici, on va dire, on va mettre un get, puis on va mettre un set. Comment ça va par des get? C'est-à-dire, get, qu'est-ce qu'on doit retourner? On doit retourner les contenus de l'attribut, notre attribut. Non. Là, on vient de faire ce qu'on a eu à faire avant, notre get non. Au même moment, on va faire notre set. On pouvait faire automatiquement comme ça. C'est possible. Mais notre objectif, on doit avoir la possibilité de modifier les noms au même moment, la vie détecte qu'il y a un changement, on modifie le contenu de la vie. Qu'est-ce qu'on veut modifier? Ici sont des attributs. Ici sont ces deux attributs. Ici c'est le n skill. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Au lieu de faire comme ça, quand on a des opérations à faire, initialiser et puis détecter les changements. Donc, vous pouvez faire comme ça. J'ai un problème avec des accolades de fermeture.
En réalité, on peut faire comme ça. S'il y a plusieurs instructions à mettre au niveau de 7, pourquoi on met comme ça? Parce que au niveau de 7, à part prendre la nouvelle valeur et non, on devait aussi détecter les changements au niveau de notre formulaire. Raison pour laquelle on doit invoquer le propriété onProperty changed. OnProperty changed. Ce qu'on a dit ici. OnProperty change. Qu'est-ce qui doit se passer lorsque cette propriété change? On doit mettre à jour notre méthode non ici. Le nom qu'on a écrit en majuscule. Donc, on va dire name of. Donc, cela veut dire on met à jour notre contenu de notre nom ici, qui joue à la fois comme setter et comme getter. Ça s'est mis à jour. Comme ça, c'est aussi bien. Ça va marcher, mais on a préféré vous montrer dans les supports pour les dédier. Non, on doit prendre la valeur. Prendre la nouvelle valeur, l'affecter dans l'attribut nom. Mais nous avons profité vous montrer encore une autre manière de faire dire set property. On précise la valeur qui doit être initialisée au niveau de la propriété. Donc ici, on a dit ici, donc on peut encore le remplacer par set property, qui est la propriété, c'est la propriété nom, ici, qui doit prendre la valeur qui est saisie par l'utilisateur. Cette façon, c'est la façon la plus récente qui est utilisée. Donc, au lieu de faire des get set, on va juste faire public string et nom de l'accesseur. Et à l'intérieur, on précise le get, la valeur qu'on doit récupérer au niveau de l'attribut, puis le set, la valeur qui doit subir des modifications. Ça, nous l'avons ajouté parce qu'on veut détecter les changements qui se passent pour faire la mise à jour au niveau de la vie. Donc, automatiquement, on doit aussi le faire côté prénom. Ici, ce sera prénom. On doit faire aussi son set property pour récupérer la nouvelle valeur qui vient d'être changée. Et puis, dès que le système détecte qu'il y a un changement, le changement doit être opéré aussi au niveau de la vie. Voilà. Qu'est-ce qui reste encore à modifier? C'est pratiquement aussi ici parce qu'il s'était déclaré privé. Donc, notre méthode faculté selected. Donc, faculté selected, on doit se faire pareil. Donc, le nom de l'attribut faculté selected qui sera considéré comme notre méthode qui doit faire à la fois les getters et les setters. Donc, on va la nommer faculté selected. Si j'avais mis en anglais avec des, donc je dois directement corriger pour que ce soit un uniforme. Voilà. On est ici. Donc, ça sera la même logique. Ici, nous allons dire faculté selected. Qu'est-ce qu'on doit retourner? Notre faculté, la propriété faculté selected, mais on revient ici, nous voyons que ça renvoie
une erreur. Pourquoi? On doit vérifier après. Est-ce que c'est écrit de la même façon? Faculté, select. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Faculté. Bon, les sauvegardes d'abord. On revient ici. Faculté selected. Mais c'est ça ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai copié pour voir si j'ai bien écrit. On continue d'abord. Et puis, on a ça c'est le return. Voilà des retours. Maintenant, s'il y a un changement, on doit d'abord récupérer la valeur et puis détecter les changements. Donc, on vient ici, changement à côté, faculté selected, et puis ici, on va envoyer la modification rencontrée. Pourquoi ici, ça, il y a une faute? Regarde, pourquoi il y a une faute ici? L'attribut est de type faculté, mais comme on avait fait copier-coller, on devait aussi changer ici. C'est faculté. Voilà. J'espère que vous avez compris la logique. Ça, c'est la nouvelle manière de faire les accessoires. Donc, si vous retrouvez cette écriture quelque part, il faut comprendre que l'attribut qu'ils ont ramené en majuscule, le début, représente au même moment son get et son set. Ce qu'on faisait en 2 étapes. Après, qu'est-ce qu'on a dit dans le support? On est ici, ça, on va définir les propriétés. On a défini la liste. Puis 3, nous avons rendu en public nos composants qui doivent récupérer les contenus du nom, du prénom et ceux qui doivent être changés. S'il y a un changement, oui, c'est ce qu'on a fait. Puis 4e, on doit créer les constructeurs. Si nécessaire, nous allons créer aussi un profilaire pour créer l'instance de chaque liste. D'abord, on doit créer les constructeurs. Notre classe s'appelle comment? Notre classe s'appelle MainViewModel. Si on doit créer un constructeur, notre constructeur va aussi s'appeler MainViewModel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre au niveau de MainViewModel? Si on remonte, vous voyez qu'au début, on avait créé notre collection. Et dans la notion de collection, vous savez que la collection doit être instanciée, doit plus tard être écrit égal à new quelque chose, new list, new collection, tout ça, new table. Mais ici, on n'avait pas fait cela. Donc, nous sommes obligés de l'initialiser lorsque on appelle le constructeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va dire égal new observable faculté. Avec la même logique, on va faire ça, on avait déjà déclaré. On va dire ici, on va maintenant créer notre objet étudiant liste. Je crois que c'était comme ça les noms. On avait oublié le T. Faire mettre le T. OK.
Ici, ça sera du type étudiant. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Et puis, si on revient au niveau du support, on va dire, nous sommes où? Nous sommes ici. 4. Nous allons profiter de créer des instances. C'est ce qu'on vient de faire. Des éléments de la liste qu'on a créée précédemment. Et puis, on rappelle que le contenu de notre liste, chaque liste, c'est pas chaque, doit changer automatiquement. C'est pas chaque, doit changer automatiquement dès qu'une mise à jour se réalise. Il serait que nous l'intention comme étant le serveur collection. C'est ce que j'avais expliqué au départ. Vous pouvez le mettre comme des listes, mais la difficulté, ça sera, on sera obligé d'actualiser notre page manuellement parce qu'une liste ne s'actualise pas automatiquement. Pour être actualisé automatiquement, on doit créer de l'observable collection. C'est ce qu'on a eu à faire. Maintenant, on continue. C'est ce qu'on a eu à faire ici. Maintenant, on dit notre pour bien comprendre, attends, je vais vous aider. On va exécuter d'abord le projet, on va voir si ça va passer. Bon, voilà, il n'y a pas de faute. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que pour que cette liste vue soit remplie de données, on doit créer une méthode. Cette méthode, lorsque le formulaire se charge, on doit récupérer les données au niveau de la table et puis les ramener au niveau de notre vue. C'est ce qu'il reste à faire maintenant. On va créer une méthode. Si on regarde dans les supports, c'est ce qu'on a dit. On va créer une méthode nommée loadData. Cette méthode sera destinée à charger les données. Mais pour charger les données, nous le savons bien, on doit interagir avec la base de données. Et les informations avec la base de données, c'est ce qu'on avait stocké dans notre fichier qu'on avait appelé appdb context. Donc, on doit faire appel à un objet, une instance ADB context. Non pour faire la mise à jour, mais plutôt pour faire la lecture. Donc, ça sera en lecture seule. C'est ce qu'on lui a dit ici. Donc, read only. On vient ici dans notre projet. On est où? On est ici. On revient ici. On monte. On peut le mettre ici. On peut le mettre en privé. Private. Privé. Read. Read only. Qu'est-ce qu'on va mettre en lecture seule? App. DB. Contexte. On va nommer cela contexte. Grâce à ça, on aura accès à la base de données pour récupérer les informations qui sont stockées là. Ici, on a déclaré, mais on doit l'initialiser. Donc, si on revient au niveau du support, on est ici. Pour l'initialiser, c'est au niveau du constructeur. Donc, on va faire ici. On a appelé cela contexte. Espace égal new app contexte. Voilà. Jusqu'ici, ça va. Donc, vous avez compris pourquoi on a fait appel à app contexte dans notre main view modèle. C'est pour nous aider à ouvrir la connexion à la base de données et aller récupérer les données qui se trouvent au niveau des tables pour les ramener au niveau de la vue. Une fois que cela
est réalisé. Maintenant, nous pouvons réaliser notre méthode qui peut récupérer les données au niveau de la base. On peut mettre la méthode ici. Et d'abord, avant, je dois exécuter pour être sûr que je n'ai pas introduit des erreurs sans les savoir. Voilà. Je n'ai pas introduit des erreurs. Maintenant, on va nommer la méthode. Je vais mettre notre méthode ici. Public load comme chargement. Bon, ça ne retourne rien. Public void load data. C'est une méthode qui ne retourne rien, pas de valeur de retour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici dans la méthode load data? On revient au niveau du support. Qu'est-ce qu'on avait dit? On travaille toujours en fonction du support pour vous aider à mieux comprendre. On doit d'abord, qu'est-ce qu'on a envie de charger? Je réexécute pour comprendre. Qu'est-ce qu'on veut charger? Regardez les noms, prénoms et la faculté. En réalité, ce sont les informations de la table étudiant. Donc ici, on doit maintenant créer une liste des étudiants récupérés à partir de la table étudiant. On va dire ici, contexte, point, et la table qu'on veut récupérer des informations, étudiant, point, les éléments qu'on va récupérer, ça doit être retourné comme étant des listes. Si on récupère ces éléments comme étant une liste, maintenant, ces éléments doivent être stockés quelque part. On va déclarer une variable ici. Et cette variable, on peut la nommer étudiant. Étudiant, comme la liste fait la différence avec l'autre liste. Ici, je mets S. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a récupéré au niveau de la base de la table étudiant, les étudiants qui sont enregistrés, ces informations sont récupérées comme étant une liste et puis sont stockées dans la variable étudiant. Maintenant, on peut parcourir ces étudiants à l'aide de la boucle. Mais quelle est la boucle qui nous permet de manipuler les collections facilement? C'est la boucle for each. Voilà. Et à chaque itération, on va dire ici, for each pour aider ici déjà à comprendre. For each, nom de la variable ici, c'est chaque élément qu'on va récupérer dans la liste étudiant avec S peut être stocké dans ET. Oui, le nom de la collection, c'est étudiant. On va fermer. Maintenant, où est-ce qu'on va stocker les contenus de la liste étudiant qu'on récupère? On doit les stocker dans notre liste ici. On met liste étudiant. On vient ici. On va dire étudiant. Add été qui représente l'étudiant qui est récupéré. Jusqu'ici, ça va. Mais une fois qu'on a récupéré tous les étudiants, quand ça sera affiché au niveau de notre formulaire, c'est lorsque le formulaire se charge. Donc, cela veut dire lorsque le constructeur charge, initialise certaines informations ici, on doit automatiquement aussi charger les données qui se trouvent dans la table étudiant. On doit appeler la méthode loadData dans le constructeur MainViewModel. On va tester pour éliminer les erreurs progressivement. On lance.
Voilà. Puisque il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'il reste à faire? À afficher les champs concernés dans la liste view. On rentre au niveau du support. Donc jusque-là, vous avez compris ce qu'on a dit ici. Maintenant, comment on doit les afficher? Comment on doit les afficher? On doit rentrer au niveau des main view modèle, là où on avait placé notre liste view. Main Windows, pardon. On est ici. Voilà. On avait mis la liste view. Voilà. Vous voyez, ici au niveau de la liste view, c'est ça. On doit lui dire les informations à ramener au niveau de chaque en-tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit relier les informations de la base à notre interface graphique. On sera obligé de faire un binding. Donc, le premier binding qu'on doit faire, on doit associer à notre grille notre liste vue. Qu'est-ce qu'on doit l'associer? Item source. Quelle est la source? On doit faire un binding pour relier les deux éléments. Maintenant, on doit faire un binding pour relier avec quel champ? Les champs, on est ici. Quel est l'attribut qui doit être relié à notre liste view qui doit contenir, qui doit nous ramener tous les éléments de la table étudiant? C'est cet attribut ici. C'est ça, on va faire des bindings avec ça. Je vais recouper les noms. Je reviens ici. On est ici. Et on va faire binding avec les propriétés étudiant list. Le binding, ça sera avec ça. Quand on va faire le binding avec la liste view, en indiquant la source, maintenant, à partir de cette source, on va récupérer chaque attribut qu'on aura besoin d'afficher. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, notre attribut qu'on a déclaré ici, étudiant. Là-bas, on avait déclaré l'attribut étudiant list. Niveau de main view model. C'est ce qu'on a affecté ici. Maintenant, on doit dire quels sont les champs qui se trouvent ici que nous voulons afficher. Donc, on va dire quel est le membre qu'on veut afficher. Display member binding. Donc, on vient ici. Nous allons dire display member binding. On va faire le binding. Quels sont les champs qu'on veut faire les binding? C'est les champs. Ça nous ramène la liste des étudiants. Quelle était la structure de la table étudiant? On avait un nom en minuscule, les prénoms en minuscule. Et puis ici, le faculté ID, puis l'objet faculté. Donc, c'est ce qu'on doit dire ici. Ici, on va faire binding avec les noms minuscules. Et puis, ramener en bas pour la visibilité. On va faire un binding avec prénom. On va respecter la case qu'on a mis dans l'objet. C'est parce que c'est cet objet qui nous ramène les informations au niveau de la base de données en respectant cette structure ici. On est ici. Je peux toujours sauvegarder. Et puis ici, on doit encore faire un binding. Ici,
notre objet faculté. Oh, au niveau de l'objet faculté, si je ne me trompe pas, nous avons un champ non faculté. Donc, nous allons dire point non faculté. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, je suis en train d'expliquer en regardant pas par pas ce qu'on a dit dans les notes pour vous aider à comprendre. On va tenter d'exécuter, voir s'il n'y a pas d'erreur. D'abord, je sauvegarde, puis je lance l'exécution. Ça n'affiche rien. Pourquoi ça n'affiche rien? On revient maintenant au niveau de la documentation. Voir qu'est-ce qu'on a oublié. Voilà. On revient ici. Binding struct c'est fait. Display name on a fait. OK. Vous voyez tout ce qu'on a relié là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Nous testons est-ce que notre table a des données. Là aussi, on doit vérifier. SQL. SQL. On va vérifier si nous avons des données dans cette table. On va vérifier. On avait nommé encore la base, c'était BDIPC, je crois, si je ne me trompe pas. Ici à l'intérieur, on vérifie d'abord dans faculté. On n'avait pas mis de facultés, vous voyez, il n'y avait pas de données. On peut d'abord provisoirement, comme on n'a pas encore vu comment insérer les données, on va mettre manuellement ID, FASI, d'abord, on a la faculté FASI, on a la faculté FASI, on a la faculté droit, on a la faculté théologie, on a la faculté médecine. On a terminé avec SQL Server. Pour insérer les données manuellement, il faut faire clic droit et vous prenez modifier les 200 premières lignes. On va faire des mêmes côté étudiant. Clic modifier les 200 premières lignes. On voit que la table était vide. On va donner les noms. Je peux prendre quelques noms dans le TP de C# parce que j'ai le TP de C# ici. Je prends Chibangu Mutoto. Prénom Joseph. L'ID de la faculté, c'est FASI, c'est 1. On passe. Deuxième, je peux prendre Anga, Di, Mouya. Oh, Mouya, c'est le prénom. Mouya, c'est le... Ah oui, c'est le prénom, c'est Esther. Faculté, FASI. OK, je vais prendre encore, il y a quelque chose ici. Et encore ici, Kitou quoi? Toutali. Prénom d'Edel. On est toujours en phase, c'est 1. Est-ce qu'il y a encore quelques étudiants ici?
Est-ce que j'ai encore d'autres noms ici? Ici. J'ai mélangé des histoires pour comprendre. Je cherche des noms à mettre. Les points, les noms. Ça, c'est Nawezi Tubala. Le nom, c'est Elogia. On est toujours en phasé. Je cherche encore un TP de s'échappe. Je cherche encore un TP de s'échappe. TP de s'échappe. Ok, j'ai retrouvé un TP de s'échappe ici. C'est un Biba Mungenia. Le nom, c'est Deborah. On est toujours en phase 1. Et puis, on aura ici Nyati Wanga. Le nom, c'est Paola. On est toujours en phase. On cherche encore un nom. Lomama. Prénom, Losamba. Et prénom, c'est Enoch. Toujours en phase. Bon. Avec cette liste ici, déjà, ça va. Une fois que vous fermez, les données sont sauvegardées automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne SQL Server. Donc, maintenant, on peut revenir ici. On va maintenant réexécuter de nouveau pour voir si les données vont s'afficher. On lance. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a des données qui s'affichent. Mais la grande question, on doit se poser, pourquoi les contenus de la faculté ne s'affichent pas? Là, on va vérifier. On rentre au niveau du support. Ici, d'abord, on va voir si on récupère directement l'ID. Est-ce que l'ID, ça devrait s'afficher? l'ID là-bas, c'était comme ça. On enlève d'abord le nom de la faculté. Si on arrive de récupérer l'ID qui est enregistré dans la table étudiant. Vous voyez, on arrive à récupérer l'ID. Maintenant, on doit vérifier, regarder la table ici. On a récupéré l'ID. Et puis ici, on devait avoir la faculté. Maintenant, comment, au lieu d'afficher l'ID, on veut afficher la faculté. Mais au niveau de la faculté, on veut réellement afficher les noms. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous voyez que ça fonctionne. On ferme. On peut aussi fermer ça. On sauvegarde. On revient au niveau de la documentation pour voir ce qu'on avait dit. Ça fonctionne. On nous dit pourquoi on n'a pas arrivé à récupérer la faculté. On revient ici. On n'est pas ici, on est ici. On revient au niveau de la méthode loadat. Non, au niveau de la méthode, ici, cette requête ici affiche les informations, récupère les données de la table étudiant sans pour autant faire une jointure, sans pour autant montrer que l'objet étudiant est en relation avec l'objet, avec la table étudiant est en relation avec la table faculté et de passer vers la table faculté pour récupérer les noms qui se trouvent à l'intérieur. Donc,
on devait montrer la jointure. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Montrer la relation. On doit dire que on doit faire include, hein? Include. Qu'est-ce qu'on doit inclure? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Je vous aide toujours à l'interprétation. Notre table étudiant est en relation avec la table faculté. Donc, on va dire ici, notre table étudiant, qu'on va nommer ici ETD, est relié à quoi? À un attribut. Donc, qu'est-ce qu'il y a un attribut? ET2, par exemple pour nous, notre table étudiant, a un attribut qui est la faculté. Voilà. Vous voyez, si je mets ici point, ça nous montre tous les champs reliés à la table étudiant. Vous avez ID, si on descend, les autres ne s'affichent, tels que les prénoms et les noms ne s'affichent pas parce que c'était déclaré privé. Là, vous le savez. Donc, la faculté était déclarée publique. Je crois que c'est ça. Si je monte ici, voilà notre faculté. Donc, nous, on a besoin de récupérer la faculté. Ah, le nom aussi, c'est visible. Là, c'était déclaré public. Si je dis prénom, c'est visible. C'était déclaré public. Nous, on a besoin de l'objet faculté. C'est ce qu'on doit lier avec. Voilà. J'espère que vous avez compris. Comme nous avons fait la liaison, c'est à ce moment que nous pouvons ramener ici tel qu'on avait mis avant. On charge l'objet faculté parce qu'avant, on ne l'avait pas chargé parce qu'on n'avait pas fait la liaison avec la table faculté. On charge l'objet faculté, il faut qu'on charge un étudiant. Dans l'objet faculté, on a besoin d'afficher les champs non faculté. On va tester. Voilà, 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 voilà. C'est très bien, ça fonctionne. On a déjà travaillé combien de minutes? Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Bon, on peut couper ici côté affichage et puis on va faire une autre vidéo pour l'enregistrement. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse le temps de réviser ce qu'on a eu à travailler. Merci.